Fidèles téléspectateurs de TSM Immo, bonjour. Je suis Ahmed Lo, votre consultant immobilier, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Mbaye Sène, qui est le président de l'ANAIS, l'Association nationale des agents immobiliers du Sénégal. Bonjour Mbaye. Bonjour M. Lo. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup. En tout cas, on est ravis de vous avoir aujourd'hui pour parler de plusieurs sujets relatifs à l'immobilier, et notamment la transparence, des sujets qui sont liés en tout cas à la transparence et la sécurité dans les opérations immobilières au Sénégal. Alors, mais aujourd'hui, on n'est pas sans savoir qu'au niveau du marché foncier au Sénégal, c'est un marché qui est bouillonnant, donc caractérisé vraiment par des conflits fonciers un peu partout sur le territoire sénégalais. Le tribunal de grande instance de Dakar avait répertorié ces dernières années les différents conflits. Il y a au moins plus d'une centaine de conflits qui sont répertoriés sur le territoire. Et ça, on le voit dans notre profil d'actualité de tous les jours, lorsqu'on regarde la presse sur Internet. Récemment, on avait l'affaire Nengler, c'était il y a quelques années. Il y a également, au niveau de Mbour 4 aussi, même le président de la République s'était déplacé sur place pour faire un peu l'état des lieux. Ici, au niveau de Dakar, au niveau de l'axe Ngor, Yoff, Ouakam également, il y a annuellement des remous au niveau de cette localité-là. Les populations locales, en général, elles demandent justement à ce que l'État leur restitue des terres au nom du droit coutumier. Entre 2024 et 2025 aussi, on a constaté au niveau du marché immobilier qu'il y avait eu des suspensions provisoires sur arrêté primatorial aux fins de vérification des procédures administratives. Alors, même ça aussi, ça a impacté même le secteur de la construction et par ricochet aussi le secteur de l'immobilier. Alors, au regard en fait de ce tableau-là, qui n'est peut-être pas sombre, je n'irai pas jusque-là, mais qui est quand même assez troublant, quelle est votre appréciation par rapport à cette situation-là et à quel niveau on peut situer en fait les responsabilités, quoi? Oui, je vous remercie, M. Lo. Avant toute chose, je voudrais vraiment vous remercier pour tout le travail, tout l'éclairage que vous apportez dans ce secteur si sombre, comme vous venez de le décrire. Écoutez, les problèmes sont à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le fait que la loi sur le domaine national, qui date de 1964, doit faire l'objet d'un toilettage. Tout le monde l'a dit. D'une mise à jour. Tant que cela n'est pas fait, les problèmes vont subsister. Il s'y ajoute qu'au niveau des collectivités locales, la manière dont le foncier est géré n'est pas transparent. C'est ça qui explique que des scandales comme Bourkat ou même Dengler puissent avoir lieu. Il faudrait encadrer tout cela. Vous le savez, comme moi, au niveau de certaines collectivités locales, ce qui se passe, c'est que des personnes qui ont l'autorité attribuent des hectares à une seule personne, sous prétexte que cette dernière veut faire de l'agriculture. En réalité, ce promoteur-là clôture ces hectares-là et disparaît. Au bout d'un certain moment, il fait de la spéculation. Il vient, sans vraiment avoir les autorisations idoines, il vient et il fait des morcellements. Et il commence à commercialiser, au vu et au su de tout le monde, avec la complicité, bien sûr, de ces mêmes autorités qui lui ont fait ces attributions-là. C'est grave, ça. Très grave. Et ces terrains-là peuvent même faire l'objet de plusieurs ventes. Un même terrain peut être vendu à plusieurs personnes. Parce que simplement, ce n'est pas encadré. Le cadastre n'intervient pas comme il se doit. Il s'y ajoute le fait que les Sénégalais ne s'adressent pas aux bonnes personnes ou bien aux bonnes structures quand il s'agit d'acheter du foncier. Le foncier ne s'achète pas entre deux privés seulement. Il faut aller faire appel soit à une agence formelle qui vérifie d'abord, qui vous fait toute la vérification derrière et que vous met en rapport avec un notaire. Quand vous voulez du foncier, achetez soit un titre foncier ou bien un bail. Et ça, vous le faites devant un notaire. Et le notaire a tous les outils, a tous les pouvoirs en tant qu'agent public
il a tous les pouvoirs pour vérifier que ce terrain est légal, Oui. ou en tout cas ce terrain n'a pas d'hypothèque. N'a pas d'hypothèque, oui. Mais les Sénégalais peuvent se vendre des terrains entre eux. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est ça qui explique un peu toutes les difficultés aujourd'hui que nous avons. Donc, il faudrait nécessairement que l'État intervienne pour mettre de l'ordre. Est-ce qu'aujourd'hui, les agences immobilières que vous représentez, notamment l'ANAIS, peuvent contribuer véritablement à limiter les arnaques? On vous entend parler, parce que vous dites que ça se passe en fait à grande échelle. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'ANAIS a une voie qui lui permet, et un positionnement qui lui permet, en tout cas dans le marché immobilier, pour permettre à ces particuliers-là, voilà, d'échapper en tout cas à ces arnaques-là? Oui, si un investisseur s'adressait à une agence formelle membre de l'ANAIS, il a 100% de chances d'échapper à une arnaque. Parce que l'ANAIS a les outils, les agences ANAIS ont des outils qui leur permettent, n'est-ce pas, de vérifier d'abord que le terrain n'a pas de problème, entre guillemets, d'identifier les propriétaires légaux du bien immobilier, de mettre à disposition, via les services cadastraux, l'état des droits réels, et de vous mettre en rapport avec un notaire pour sécuriser votre investissement. D'accord. Mais si vous voulez acheter du foncier entre deux personnes, juste sur la base d'une décharge, bonjour les dégâts. Chaque terrain a ce qu'on appelle un acte de naissance. Oui. Oui. Et cet acte de naissance-là doit être mis sur la table, vérifié, n'est-ce pas? Oui, oui. Et donc, montrer qu'il est apte à la vente. Très bien. Ensuite, il y a d'autres éléments qui interviennent. Il faut faire appel au service des cadastres pour avoir un numéro d'identification, un plan de situation, un plan de masse, un plan même de bornage, pour montrer que là où vous achetez, c'est déjà un site où on peut ériger une habitation. Si vous ne prenez pas toutes ces précautions-là, mais bon, mon Dieu, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Alors, en parlant justement de papier, aujourd'hui, en tant qu'investisseur, lorsque l'investisseur vient au niveau du marché foncier sénégalais, quels sont les papiers dont il a besoin pour pouvoir acquérir en fait un terrain de manière légale, la procédure? Si vous pouvez revenir un peu dessus. Voilà. Quand vous vous présentez, d'abord, je conseillerais à tout investisseur qui veut acquérir un bien immobilier de s'adresser à une agence immobilière formelle. Très bien. Qui a pignon sur rue. Très bien. Qui a ses bureaux, qui a donc une personnalité juridique. Très bien. Une personnalité morale. Arrivé chez l'agence met à votre disposition beaucoup d'informations. D'abord, la nature juridique du bien. Oui. Est-ce que le bien est un titre foncier? Est-ce que le bien est un bail? Est-ce que le bien, c'est une attribution administrative? Une fois que cette réponse est donnée, vous savez comment faire. Quand il s'agit d'un titre foncier, évidemment, il faut maintenant identifier le propriétaire légal. Parce qu'un bien immobilier ne peut être vendu que par son propriétaire légal ou bien une personne qui reçoit une procuration de ce dernier. Tout à fait. Et évidemment, l'acheteur également doit être identifié. Parce que vous le savez mieux que moi, c'est un milieu fertile au blanchiment. Oui. Voilà. Ouais. Donc, une fois que ces informations-là sont sur la table, évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, le plan de masse, le plan de situation, le plan de bornage, toutes ces informations-là au niveau cadastral, mais également l'état des droits réels. Oui. Est-ce que le terrain ou le bien immobilier ne fait pas l'objet d'une hypothèque? Est-ce qu'il n'y a pas de charge grévée sur ce bien? Et toutes ces informations-là, sur la table, vous allez vous adresser au notaire. Et à charge au notaire de faire toutes les vérifications idoines et de sécuriser votre vente en vous donnant des documents authentiques. Très bien.
c'est le notaire donc, qui rédige l'acte de vente. Et le notaire fera appel également au service cadastral pour certaines informations. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, depuis la suspension provisoire de certains chantiers un peu partout sur le territoire sénégalais, comment voyez-vous, vous, en tant qu'acteur incontournable du secteur de l'immobilier, l'impact sur ce secteur-là? Bon, on le sent. Actuellement, les choses ne bougent pas comme on veut. Le marché est très très calme, même si on sent quelques pulsions de redémarrage. Avant de venir à cette émission, j'étais avec le directeur, le promoteur d'un grand projet, n'est-ce pas, qui n'est pas loin sur la corniche. Donc ça veut dire que les choses commencent à bouger. Mais il fallait quand même stopper un peu et faire, n'est-ce pas, l'état des lieux. Il fallait quand même dire stop parce qu'on voyait quand même des choses qui n'étaient pas du tout normales. Absolument. Mais bon, nous pensons que d'ici peut-être la fin de l'année, on va encore aller vers un redécollage des activités. Absolument. La dernière fois, le président du syndicat professionnel des travailleurs, ou bien en tout cas le syndicat professionnel du BTP, disait qu'il y a plus de 300 milliards attendus de la part de l'État du Sénégal pour pouvoir résorber en fait la dette dans ce secteur-là. Ce qui fait que quand même, il y a encore beaucoup de chemin à faire. Voilà, parce qu'en ce moment, le secteur est un peu à l'agonie. Il faut le dire, il y a eu quand même beaucoup d'emplois qui ont été perdus entre 2024 et 2025. Bon, on espère qu'avec ce nouvel élan-là, que ces vérifications-là, que voilà, en 2025, je vous le confirme, dans ma propre famille, j'ai mon cousin qui est actuellement, au moment où je parle, qui est en chômage technique, qui est toujours d'ailleurs là-bas, dans une société de BTP, mais depuis, disons, 1 an et demi bientôt, il est au chômage technique. Voilà. Bientôt, non pas 1 an et demi, peut-être 9 mois, quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, donc, pour vous dire, donc, effectivement, ces arrêts ont eu quand même un impact économique assez important. Même dans l'investissement locatif, disons? Vous voyez qu'il y a quand même des flux qui se sont réduits, ou bien c'est toujours aussi soutenu par rapport à l'année dernière? Nous avons des demandes aujourd'hui. Des demandes. D'accord. Les demandes sont plus nombreuses que l'offre. Et ça s'explique également par le fait que justement, il y a beaucoup de chantiers qui sont à l'arrêt. D'accord. Voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, il y a une demande immobilière sur le marché locatif. Justement, en parlant de locatif, récemment, le directeur général de la CDC a fait une annonce à propos justement de la caution qui est déposée au niveau des bailleurs. Il disait qu'en fait, l'État du Sénégal est en train de réfléchir à mettre en place un nouveau dispositif pour permettre aux locataires de déposer leur caution au niveau de la CDC. Il y a eu plusieurs effectivement avis par rapport en fait à cette nouvelle mesure-là, en tout cas cette mesure qui est envisagée. Au niveau de la CONAREL, le président Ndao, que je salue de passage, a salué en tout cas cette initiative-là en se disant que c'était une initiative qui était juste et équitable, en tout cas du moins transparente. Au niveau des bailleurs, le président Ibrahim Ndiaye disait que, en tout cas, ils ont marqué leur net catégorique par rapport à cette initiative. Au niveau des locataires, il y a un 8 mai. Ils se disent que c'est une bonne initiative, mais il y a quand même des interrogations quant à l'opérationnalisation, surtout à la restitution en fait de cette garantie-là ou bien de cette caution-là. Aujourd'hui, au niveau de l'analyse, quelle est la position formelle de votre association par rapport à cette question spécifiquement? Bon, je dois dire que le conseil d'administration de l'ANAIS est convoqué demain, justement pour se prononcer sur la question. D'accord. Mais d'ores et déjà, les pulsions, en tout cas les réactions que j'ai recueillies, montrent que l'ANAIS n'est pas d'accord avec cette mesure, pour plusieurs raisons. D'abord, quand une autorité fait une annonce pareille, sans concertation, ça pose problème. Ah, ça a été fait sans concertation? Oui, l'ANAIS, en tout cas, n'a pas été consulté à aucun moment sur ces questions-là. Donc, qu'une autorité puisse faire une telle annonce sans concertation, même si demain la mesure passe, on dira que c'est du forcing. C'est un abus de pouvoir. Si ça ne passe pas, on dira que l'autorité n'a pas respecté sa parole. C'est pourquoi il est toujours important de prendre le temps de parler avec qui de droit pour ensuite faire des annonces.
Ensuite, dans l'annonce elle-même, il y a un problème. Quand une autorité comme le directeur de la CDC dit que oui, nous avons constaté que oui, les locataires donnent 4 mois de caution, etc., ça, nous nous inscrivons en faux. Par rapport, à ces 4 mois de caution, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est un déposit en vérité. Un déposit de 4 mois de loyer peut exister. Mais ces 4 mois de loyer ont une signification. Il y a des rubriques dedans. D'accord. Le premier mois peut être considéré comme un mois de loyer d'avance. Le deuxième mois peut être considéré comme une commission d'agence, c'est-à-dire la rémunération de l'agence qui vous a mis dans ce local-là. C'est ça. Et certains crient pourquoi, etc. Mais c'est très simple. Quand vous faites appel à une agence pour vous trouver un logement, vous avez fait appel à ses services, mais il faut la rémunérer. Oui. Si vous ne voulez pas rémunérer l'agence, ce n'est pas grave. Prenez votre véhicule ou cherchez n'importe quel moyen de transport et allez vous-même chercher votre local. Mais dès lors que vous faites appel au service d'une agence, je pense qu'il est normal que cette dernière soit rémunérée. Absolument. Et les 2 autres mois de caution peuvent être constitués par ce qu'on appelle la caution. Encore que, il est très rare, sauf pour les habitations de haut standing, il est très rare que les bailleurs demandent 2 mois de caution. C'est souvent 1 mois de caution. Entre-temps, la loi est venue même changer énormément de choses. Pour la commission d'agence, par exemple, la commission n'est plus égale à 1 mois de loyer, sauf pour les loyers supérieurs à 500 000. D'accord. Donc, tous les loyers inférieurs à 500 000, la commission d'agence ne peut excéder une moitié de mois. D'accord, je vois. Un demi-mois. D'accord. Pour ce qui concerne la caution également, les 2 mois de caution maintenant, c'est plafonné. Vous ne pouvez plus dépasser 2 mois de caution. Okay. Et c'est le premier mois qui est payé et l'autre mois est étalé sur 12. Pour les loyers inférieurs également à 500 000. Ça, c'est le décret de 2023. Ce que je dis là, c'est le décret de M. Macky Sall de 2023. Ensuite, le loyer n'est plus payable d'avance. Le loyer, il est payé à terme échu. Pour, en tout cas, les nouveaux. Si aujourd'hui, M. Lo, vous décidez d'aller chercher un local à usage d'habitation, je ne dis pas professionnel, mais à usage d'habitation, voilà les conditions. Au maximum, vous donnez 1 mois et demi de loyer pour pouvoir accéder à votre logement. Si ce dernier est inférieur à 500 000. Est-ce que je me fais comprendre? Oui. En détail, pour que les Sénégalais comprennent, M. Lo se rend aux Parcelles Assainies pour prendre un logement à 200 000, qui coûte 200 000. Pour entrer, M. Lo ne doit donner que 300 000. Les 300 000 correspondent à 200 000 de caution. Si le propriétaire décide de vous faire 2 mois de caution, l'autre mois est étalé sur 12 mois. Et les 100 autres 1000, c'est la commission que vous donnez à l'intermédiaire, que ce soit une agence ou un courtier. Et tout ce que vous dites là, c'est sur le décret? C'est sur le décret. D'accord. Vous ne donnez que 300 000. C'est ça qui est appliqué depuis ce décret-là. Si d'autres sont en train de faire autre chose, ils sont en porte-à-faux avec la loi. Est-ce qu'il y a des sanctions prévues? Mais bien sûr. D'accord. Bien sûr que quand vous enfreignez la loi, évidemment, vous tombez sous le coup, n'est-ce pas, de la loi. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est un décret qui a été une loi issue de une loi avec un décret d'application qui date de 2023. De 2023. Voilà. En parlant justement du décret de 2023, il a été prévu également une baisse du loyer à cette période-là. Qu'est-ce que vous avez pensé justement de cette baisse-là? Oui, mais avant d'en venir à ça, je voudrais quand même dire un peu par rapport à la caution. J'étais en train d'expliquer un peu, d'expliquer un peu la réalité sur le terrain pour nous acteurs. Parce qu'au Sénégal, les gens ont la fâcheuse habitude de dire des choses qu'ils ne maîtrisent pas ou de se prononcer sur des choses qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, le secteur de l'immobilier a des problèmes très sérieux. D'ailleurs, il fait partie des secteurs avec le transport qui sont les plus problématiques. Oui, en ce moment, oui. Et donc, pour régler ça, ce ne sont pas des solutions, comme j'ai l'habitude de dire, tafuyengel qui vont régler ça. Conjoncturelles, quoi. Ce ne sont pas des solutions conjoncturelles, ce sont des solutions réfléchies et structurelles
et qui pérenne, il faut avoir le courage de prendre les bonnes décisions. C'est vrai. Il faut aller vers ce qu'on appelle la réalité des prix. Il faut que les barèmes soient actualisés. Surtout ça, le décret 2010-439. Il faut que le secteur soit régulé. Oui. Qui doit être agent immobilier? Il faut mettre en place un cahier de charges pour dire voilà qui doit être agent immobilier ou agence immobilière. Oui. Si on ne veut pas créer de chômage, on donne un délai aux agences formelles qui existent. Oui. Vous avez 3 mois, vous avez 6 mois, ou vous avez 1 an pour vous régulariser par rapport à ce cahier de charge. Si le délai est passé sans régularisation, vous disparaissez. Mais à partir de maintenant, pour être agent immobilier, voilà les conditions. Et il n'y a plus de beaux verbaux. Oui, Tous les beaux doivent être écrits. Les beaux verbaux, oui. Il n'y a plus de beaux verbaux. Il y a beaucoup d'informels. Mais il y a beaucoup d'informels. Oui. Et pour moi, ce sont ces questions-là qu'il faut attaquer. Mais se réveiller un bon matin, parce que peut-être la CDC a encore besoin de renflouer ses caisses, et donc demander à ce que les cautions soient versées à la CDC, mais cette lourdeur-là encore imposée aux locataires, parce qu'en fait, ils pensent pour rendre service aux locataires. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas le cas. D'accord. Ok. Le locataire est appelé à aller à la CDC pour faire son dépôt. Oui. Il est appelé encore à y retourner, Oui. peut-être plusieurs fois. Oui. Parce qu'il est facile de faire un dépôt à la CDC. Mais ce n'est pas évident de le retirer. Encore que, sur quelle base est-ce que la CDC a aujourd'hui le personnel, le personnel pour faire face à tout ça, pour gérer tout ça? C'est vrai. Hein? Tout ça, ce sont des questions. Qui va faire l'état des lieux? Oui. Qui va authentifier l'état des lieux? Oui. C'est-à-dire autant de questions. Malheureusement, ici, nous sommes dans le corporatisme. Quand Momar Ndao, qui est des consommateurs, même quand une décision vient sans même réfléchir, il dit, il roule pour ça. L'association des locataires fait la même chose. Celle des bailleurs, la même chose. Celle des agences immobilières, la même chose. Finalement, c'est des tiraillements. Oui. Je pense qu'il faut s'asseoir autour d'une table et discuter. Encore une fois, pour ce qui concerne les cautions, nous ne sommes pas associés, pour le moment en tout cas, aux discussions. Mais d'ores et déjà, nous pensons que ce n'est pas pertinent. D'accord. Ce n'est pas pertinent de vouloir... Déjà, l'investisseur qui est le bailleur, qui s'est peut-être endetté à la banque, qui a pris des risques, qui a construit son bien, tout à fait, qui le donne en location, il est en droit de réclamer une garantie pour les éventuelles dégradations. C'est normal, oui. Il est en droit. La plupart des locataires consomment même leur caution avant de partir. Si on faisait aujourd'hui les statistiques, dans cette histoire de caution, ce sont les bailleurs qui souffrent le plus que les locataires. À cause des dégradations? Je vous le dis, rares sont les bailleurs qui gagnent quelque chose dans cette histoire de caution. Au bout de 2 ans, 3 ans, beaucoup de locataires n'ont pas la culture de veiller, en tout cas d'entretenir. Un bon père de famille. Hein. Les locaux. Ils n'ont pas cette culture-là. En partant, ils vous dégradent presque tout. Même le mois de caution, quelquefois, ne suffit pas pour faire face aux dégradations. Et maintenant, comme disent les Wolofs, Dompatneu, CDC, c'est ce que CDC veut faire. Au lieu donc d'essayer de trouver des solutions pérennes, on vient encore mettre, en tout cas, les bailleurs en difficulté. Et depuis quelque temps, c'est comme ça. C'est comme si tous les problèmes du Sénégal, tous les problèmes de précarité de logement, tous les problèmes de précarité de loyer sont imputables aux bailleurs. Mais quel est aujourd'hui également le rôle de l'État dans tout ça? Absolument. Pour moi, aujourd'hui, la CDC gagnerait justement à
aider les structures existantes déjà, SNHLM et SICAP, surtout ça, oui. à doter les Sénégalais de logements sociaux Le au DG lieu de les concurrencer. Le DG de la SNHLM le disait la dernière fois. Et puis, je vous dis une chose, il faudrait même vérifier, est-ce que juridiquement la CDC a le droit aujourd'hui de prendre les cautions et garanties déposées auprès d'elle pour les fructifier, en faire en tout cas, voilà. C'est pertinent comme question, ça. Il faudrait y voir, est-ce que juridiquement c'est permis? Ce sont des déposites, ce sont des cautions et des dépôts de garantie qui sont déposés auprès de CDC. Cet argent ne lui appartient pas, entre guillemets. D'accord. Est-ce que la CDC, aujourd'hui, doit prendre ce même argent pour en faire des investissements et gagner de l'argent? Et ceux qui ont fait les déposites, ils gagnent quoi dans tout ça? Donc nous attendons le directeur général, après son annonce, est revenu encore pour dire que bon, il va ouvrir des concertations. On attend de voir encore que nous ne dépendons pas de la CDC. Oui, la CDC n'est pas notre tutelle. Nous dépendons du ministère du Commerce. Du Commerce, oui. Et qu'en tout état de cause, comme à son habitude, Anaïs est ouverte aux discussions, n'est-ce pas, à la concertation, étant entendu que nous, ce que nous voulons, c'est que ce secteur soit régulé et que ce secteur soit rayonnant. En parlant justement de régulation, au jour d'aujourd'hui, on se rappelle, en 2023, il y avait un décret qui avait fixé en fait les taux de loyer. Donc pour chaque fourchette, il y avait un taux qu'il fallait respecter pour pouvoir faire baisser le loyer. Est-ce que cette baisse-là a été effective? Est-ce que vous avez vu que ça a été effectif en 2023? Je peux pas dire qu'elle a été totalement effective. Il y en a qui l'ont respecté. Qui l'ont respecté. Évidemment, il y en a d'autres qui ne l'ont pas respecté. Mais en tout état de cause, la décision, elle n'a pas d'impact, cette loi. Ah oui? Oui. Vous savez pourquoi? Parce que ça ne concernait que les anciens contrats. Oui, les anciens. Oui. Aujourd'hui, si vous voulez prendre un logement, vous ne bénéficiez pas de cette loi. Les nouveaux baux, oui, ne sont pas. Donc c'était simplement une décision électoraliste. Et c'était simplement une décision trompe à l'œil. Irréfléchie. Comme j'ai dit, oui, c'est-à-dire, les solutions tafiengel, ça règle rien. Tu peux régler un problème aujourd'hui même, mais demain, le problème surgit. Tout à fait. Pour moi, Ahmed, une fois de plus, le loyer, c'est un produit comme tous les autres produits. Quand il est rare, un produit, quand il est rare, il est cher. Aujourd'hui, le logement, il est rare. Dès lors, il devient cher. Donc, il faut que l'État intervienne pour réguler. Mais réguler d'une manière juste. En quoi faisant? Il faut d'abord, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout l'informel là soit formalisé. Surtout ça, oui. Il faut formaliser d'abord. Et ensuite, même si vous êtes un investisseur, vous ne pouvez pas construire votre maison, aller chercher une chaise dépliante, s'asseoir devant votre maison et louer au prix que vous voulez. Il vous faut un permis de louer. Ce permis de louer est encadré par des barèmes. On doit découper, par exemple, on découpe Dakar en plusieurs zones. Zone 1, zone 2, jusqu'à zone infinie. Oui. On dit, et ça, nos experts peuvent le faire. C'est ça. La zone 1, voilà le prix du mètre carré de terrain nu, voilà le prix du mètre carré de terrain bâti sous certaines commodités. À partir de ce moment, on sait que vous avez votre permis. Devant votre maison est estampillée, par exemple, zone 1A. Oui. C'est-à-dire le plus élevé. C'est ça. Moi, en venant chez vous, je sais déjà que zone 1A, le prix, c'est 7 000 francs, par exemple, le mètre carré. Je dis n'importe quoi. 7 000 francs le mètre carré. Si je prends là-bas un appartement de 100 mètres carrés, je sais que je dois payer 700 000. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, avant même de venir chez vous, je connais les prix. Les prix. Vous ne pouvez pas me tromper. Si moi, maintenant, je prends sur moi la responsabilité de vous payer plus, c'est mon problème. Mais vous ne pouvez pas m'imposer au-delà des tarifs. Et ces tarifs-là doivent être mis à jour
tous les 3 ans. Et d'autre part, comme vous avez formalisé les agences immobilières, désormais, personne ne peut louer sans faire appel à une agence formelle. Dès le préambule du contrat, le numéro d'agrément de l'agence est là, est affiché. Donc l'agence prend encore beaucoup plus de responsabilités. C'est ça. Évidemment, de responsabilités pénales aussi. Parce que quand vous faites des contrats, il faut respecter un certain nombre également de normes. Donc, je crois qu'il faut aller vers ça et ne pas prendre des décisions conjoncturelles. Tant que nous n'allons pas vers ça et que nous laissions le marché libéralisé comme ça, j'ai mon produit, je le loue au montant que je veux. Parce que personne ne me dit combien je dois louer. Il n'y a aucune loi qui me fixe des tarifs. Effectivement, c'est le marché de l'offre et de la demande. Hein. C'est ça. Et comme les logements sont rares, évidemment, les propriétaires des logements, n'est-ce pas, sont rois. Oui. Le jour où l'État va nous faire 100 000 logements par an, vous verrez des propriétaires qui vont, n'est-ce pas, se mettre devant leur porte et prendre des pancartes pour dire voilà, j'ai une chambre à louer ou j'ai un appartement à louer parce qu'ils ne verront plus personne. Tout à fait. Mais actuellement, malheureusement, nous tous, nous voulons venir habiter, n'est-ce pas, dans un petit lopin de terre qui est Dakar, qui ne constitue même pas 5%, n'est-ce pas, du territoire national. À partir de ce moment, eh bien, le logement étant rare, les prix flambent. Tout à fait. Toujours dans le sujet, hein, on est pratiquement arrivé au terme de cette émission-là. Aujourd'hui, quels sont les efforts qui ont été faits par le Sénégal pour vraiment être un marché transparent au niveau du marché immobilier? Je pense que l'année dernière, si je ne m'abuse, vous pouvez me corriger, le Sénégal est sorti de la liste grise du GAFI. Quels sont les efforts qui ont été faits justement pour pouvoir sortir de cette liste-là, pour être vraiment un pays sûr où on peut vraiment investir son... Oui, il faut féliciter la CENTIF qui a fait un excellent travail, mais également le comité qui avait été mis en place pour sortir le pays de cette liste grise. Hein. Nous avons fait pas mal d'années au sein de cette liste. Mais tous les secteurs, que ce soit le secteur de l'immobilier, le secteur bancaire, le secteur artisanal, tous les secteurs se sont donc mobilisés, n'est-ce pas, et ont respecté un certain nombre de directives pour pouvoir sortir le Sénégal de cette liste grise au mois d'août dernier, au mois d'août 2024. Et j'espère que ces efforts-là seront maintenus et soutenus et même renforcés pour qu'on ne tombe plus jamais dans cette liste grise. Parce que les Sénégalais ne le savent pas, mais la liste grise est très handicapante. Ah oui. Parce que simplement, il y a des financements que vous ne pouvez plus recevoir quand vous êtes sur la liste grise. Il y a beaucoup d'investisseurs sérieux qui fuient le pays ou qui ont fui le pays parce que le pays était justement, n'est-ce pas, estampillé pays à haut risque pour le blanchiment de capitaux. Mais il faut le reconnaître, la CENTIF aujourd'hui est en train de faire un excellent travail. Et les agences aussi et les banques aussi, pratiquement tous les secteurs. Parce que comme vous le savez, moi par exemple, agent immobilier, il m'est interdit aujourd'hui de commercer, c'est-à-dire de faire des transactions entre deux entités ou deux personnes dont je n'ai pas l'identité. Il faut d'abord que l'acheteur et le vendeur soient identifiables. Deuxièmement, je n'ai pas le droit aujourd'hui de faire une transaction en numéraire liquide, du liquide au-delà de 15 millions. Dès que quelqu'un se présente à moi pour faire une telle transaction, j'ai une obligation de faire ce qu'on appelle une déclaration d'opération suspecte. Et quand quelqu'un se présente à moi également avec des offres mirobolantes, alors en tout cas, et qui refuse par exemple de s'identifier, également, là, je dois faire également une déclaration. Au niveau de la CENTIF. Charge à la cellule maintenant de déclencher une enquête ou pas. En tout état de cause, tous les secteurs aujourd'hui ont des obligations. Ont des obligations vis-à-vis de cette loi
sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Très bien. Et les Occidentaux ont ajouté un peu oui. ce qu'on appelle la prolifération des armes de destruction massive. Oui. Effectivement. Alors, on va juste terminer avec deux questions, Mbaye. Alors, par rapport, en fait, on va parler de logement. Par rapport au logement social aujourd'hui au Sénégal, l'État aujourd'hui fait état d'un déficit de plus de 500 000 logements. Donc, à travers le PENALRU, le projet national d'accès au logement et de rénovation urbaine, l'État souhaiterait justement résorber ce gap-là en mettant en contribution les sociétés comme la SNHLM, SICAP, n'est-ce pas, la CDC, Habitat, etc. et les autres entreprises privées pour pouvoir vraiment aider à impulser le secteur du logement social. Aujourd'hui, pensez-vous que le Sénégal pourrait arriver à résorber ce déficit-là au vu de la situation actuelle, quoi? Évidemment, c'est tout à fait possible, mais il faut une volonté politique. Okay. Il faut une volonté politique pour le faire. Le premier obstacle, c'est évidemment le foncier. Oui. Et il faut que l'État mette la main à la poche pour, n'est-ce pas, avoir du foncier. Encore que le foncier appartient justement à l'État. Oui, à la base, oui. Donc, en développant le transport, les moyens de transport, oui. on peut arriver facilement à régler ça au niveau des départements périphériques. Donc des solutions structurelles. Des solutions structurelles. D'accord. Si moi, j'arrivais aujourd'hui à avoir un moyen qui me permette de quitter mon lieu de travail Dakar et de rentrer par exemple sur Thiès pour 40 minutes ou moins, si j'ai un logement décent à Thiès, j'y vais. Okay. Oui. Mais si, pour aller sur Thiès, je dois, pour aller simplement à Karmassar, tu perds 2 heures, 3 heures de temps. C'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. C'est pourquoi tout le monde, n'est-ce pas, fait une ruée vers le département de Dakar. Effectivement. Et ça, il faut désengorger. Oui. Il faut désengorger. D'abord, il y a le fait que le logement n'est même pas visible. Oui. Mais il y a le fait également que les moyens de transport également doivent être améliorés. Oui. Les moyens de circulation doivent être améliorés pour permettre aux Sénégalais de circuler plus rapidement. Il faut désengorger, il faut faire des routes secondaires. Il faut en tout cas que cette urbanisation sauvage-là soit stoppée. Effectivement. Donc, si l'État met les moyens, trouve du foncier, c'est possible. Mais surtout également, pour moi, il y a des quartiers dans le département de Dakar qui peuvent être rachetés par l'État, ou en tout cas faire un partenariat public-privé, et ensuite construire en vertical, quoi. En vertical. Okay. Les constructions en vertical également font partie des solutions également qu'on peut, n'est-ce pas, explorer. Effectivement. Donc, vous voyez ici des quartiers Koloban, Médina, etc., Rebeuss, etc., tous ces quartiers périphériques-là, mais on peut, si la volonté est là, absolument, n'est-ce pas, essayer de voir, d'acheter le foncier et de construire en vertical et en dédommageant bien sûr les propriétaires ou bien en les intéressant même dans ces mêmes logements. Non seulement on leur donne de l'argent pour recommencer une nouvelle vie, mais également on peut leur donner même également un logement. Effectivement, voilà. C'est possible. Donc, je crois que c'est tout un tas de politiques. Effectivement. Mais il faut renforcer la SNHLM et la SICAP. La SICAP, surtout ça, oui. Voilà, il faut les renforcer. Les deux promoteurs, là, vraiment. Il va falloir les aider, quoi. Alors, on va bientôt terminer l'émission, Mbaye. On va juste terminer par une note un peu plus relaxe. C'est par rapport, en fait, au JOJ 2026, Dakar 2026. On est pas sans savoir que, normalement, d'ici 1 an, Dakar va accueillir justement les Jeux Olympiques de la jeunesse, ce qui est une première, en fait, en Afrique, je dirais. C'est ça. Et il se trouve que, en fait, ces Jeux-là vont se dérouler entre Dakar, Diamniadio et Saly. Comment voyez-vous le développement immobilier, le développement des infrastructures d'ici 2026 au niveau du marché immobilier avec cet événement-là, quoi? Bon, pour le moment, je ne sens pas encore. C'est encore. Je ne sens pas encore. Calme plat, quoi. Voilà, je ne sens pas encore la corrélation des constructions qui se font avec les Jeux. Je pense que les organisateurs du jeu feraient mieux, en tout cas, de
mieux travailler sur la communication. Surtout ça, oui. Voilà. Ouais. Il faut peut-être faire un matraquage médiatique pour que les Sénégalais, n'est-ce pas, s'approprient l'événement. Oui. Que les investisseurs également sentent qu'il y a un coût, n'est-ce pas, à faire. Encore qu'au niveau de Saly, par contre, je sens qu'il y a beaucoup de départs. Ah oui? Oui, beaucoup d'expatriés qui sont en train, n'est-ce pas, de partir, de vendre et de partir. Ça, c'est un phénomène que j'observe depuis quelques temps, depuis quelques mois. Maintenant, je sens également des investisseurs qui ont le flair, qui sont en train, n'est-ce pas, de faire le maximum sur le BNB. D'accord. Voilà. Donc là également, je le sens. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de logement d'accueil. Il y en a beaucoup, oui. On a vraiment un problème. Actuellement, rien ne se passe, il n'y a pas d'événement, mais presque les hôtels sont full. Oui, oui. Donc, s'il y a un événement et qu'on ne prenne pas des dispositions idoines, on peut avoir... Effectivement, il faut construire d'autres réceptifs hôteliers pour pouvoir vraiment accueillir ces touristes-là. C'est ça qui explique un peu tous les projets en VFA qu'on voit un peu partout, n'est-ce pas? C'est ça un peu qui explique. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup Mbaye. C'était vraiment un plaisir de discuter avec toi, comme d'habitude. Merci beaucoup Ahmed. En tout cas, merci. Votre dernier mot avant qu'on se quitte? Oui, je voudrais vous remercier pour l'invitation, mais vous réitérer également mes encouragements, n'est-ce pas, pour tout le travail que vous faites, le travail d'éclairage que vous faites, parce que nous sommes dans un secteur méconnu de beaucoup de Sénégalais. Tout à fait. Et on nous traite de tous les noms d'oiseaux, sans même connaître ce qui s'est fait, et vous apportez quand même des éclairages importants. Et donc, je vous remercie. Et je remercie également tous mes collègues de Anaïs. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous avions reçu M. Mbaye Sène, qui est le président de l'Anaïs, l'Association nationale des agents immobiliers du Sénégal. Il est également le directeur de l'agence Résidence Gardiena. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Pour toute autre information sur les tendances du marché immobilier, vous pouvez aller sur le site aml-service.org. Et pour les autres informations relatives à l'actualité immobilière, n'hésitez pas à consulter le site magazineimmosénégal.com. Je suis Ahmed Do, votre consultant immobilier. À la prochaine pour d'autres informations sur le marché immobilier au Sénégal. Au revoir.